Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Renaud Évrard, spécialiste des expériences dites exceptionnelles. Bonsoir Renaud, comment allez-vous? Bonsoir, ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Des expériences dites exceptionnelles, on en entend de plus en plus et c'est des sujets qui intéressent beaucoup de personnes sans pour autant connaître le fond des expériences dites exceptionnelles. Et donc, avant de commencer sur le sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, complètement. Ben, du coup, je suis psychologue, clinicien et au cours de mes études de psychologie, j'ai commencé à m'intéresser à ça en tombant sur des bouquins, puis en rencontrant des personnes, d'abord des étudiants en psychologie, puis des chercheurs qui, travaillaient là-dessus. Et j'ai consacré ma thèse de psychologie, en développant un service clinique avec Thomas Raberon, que vous avez également reçu, pour accueillir, accompagner des personnes qui vivaient, de telles expériences. Donc, on parle de télépathie, voir des fantômes, avoir des expériences de mort imminente, ce genre de choses. Et puis, par la suite, j'ai travaillé en psychiatrie adulte pendant un temps et j'ai été recrutée comme maître de conférence à l'université de Lorraine, en 2015 et j'y suis toujours et actuellement je dirige, voilà des thèses, des livres collectifs, des numéros de revue, sur ces thématiques et sur d'autres choses. Voilà. Phénomène inexpliqué. Un Français sur 3 croit au paranormal. Un sur 4 a vécu une telle expérience. Qu'en dit la science? Justement, c'est énorme, un Français sur 3 quand même. Oui, mais en fait, il y a une erreur. C'est bizarre, je m'étais jamais rendu compte, mais c'est 2 Français sur 3. Pourquoi ils ont mis 1? D'accord, Et c'est 1 Français 2 Français sur 3 croient au paranormal, 1 sur ouais. 3 a vécu une telle expérience. Je sais pas si c'est la l'image finale de la couverture parce que j'aurais râlé si ça avait été le cas. Peut-être que c'est une version intermédiaire qui circule. Heu, Bon, c'est la version que j'ai trouvée sur Amazon, ouais, mais ça veut rien dire. Bon du coup sur voilà votre pour site, hein, de Amazon. bon bref, il faut tout refaire, ça va jamais. Il y a c'est une question d'ailleurs par rapport à ce bouquin parce que l'origine de ce livre, c'est que je voulais faire un «Que sais-je?» sur la parapsychologie. Parce qu'il faut savoir que le «Que sais-je?» qui existe, il date de 1955. Donc j'ai contacté les éditeurs qui sont les presses universitaires de France et ils m'ont dit: «Ouais, non, un que sais-je là-dessus, bof, pas très intéressant. Par contre, un livre où vous parlez de vous et vous, faites une sorte de trajectoire complète là-dessus, ça plairait». On voit bien qu'il y a cette question de la réception, de ces sujets. Est-ce qu'il y a un lectorat pour l'approche vraiment scientifique, savante un peu, de tout ça? Alors moi, là, j'explique effectivement quel a été mon parcours depuis, que je suis étudiant en psychologie jusqu'à maintenant, à frayer et à finalement, ben, trier, hein, ce que faire gagner du temps un peu aux gens entre, le grand n'importe quoi qu'on va trouver dans le champ du paranormal et le quelque peu truc de sérieux qu'on va trouver et notamment plus à l'étranger et voilà, ce livre, il fait ce parcours-là en posant aussi la question d'un état des lieux. Les recherches ont beaucoup avancé, il y a des publications, il y a des universités où il y a des groupes d'études et de recherche, sur ces vécus, mais en France, on n'a rien et on a un décalage d'informations et donc ce livre essaye de compenser un petit peu le manque, de ce côté-là. D'accord. Je confirme, je suis retourné aller voir sur Amazon et c'est cette couverture qui est mis en avant. Eh ben, ne croyez pas Amazon. Voilà. Et donc après il y en a d'autres, hein, donc celui-ci, Expérience de mort imminente. Et encore une fois, ce n'est pas la bonne couverture. Mais c'est pas votre faute, hein. C'est la première couverture qui est sortie, mais en réalité, je coécris ce livre avec Ronald Burns. En fait, ce livre, c'est né d'une rencontre avec quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente, sur sa moto, et une expérience qui est, hyper complexe, hyper riche et on se sert de son expérience comme fil rouge dans tout le livre pour essayer de voir un petit peu, est-ce que sont les travaux, sur ces sujets. Donc un tour d'horizon, encore une fois, scientifique, assez documenté, puis, j'essaie de l'écrire de façon aussi, assez rythmée, avec un peu d'humour, un peu geek aussi dans l'esprit
et il se trouve que j'ai développé une sorte de modèle, parapsychologique des expériences de mort imminente qui n'est pas en soi réductionniste, mais qui ne correspond pas à ce qu'on entend d'habitude, sur ces sujets et voilà, bon, bien sûr, il est baptisé Expérience de mort imminente, mais ça, c'est encore un choix de l'éditeur. C'est pas très, très original comme titre et il faut pas trop m'en vouloir, quoi. Yes. J'espère que le prochain, ça sera le bon. Ah, il y a toujours un retravail, hein, entre Ouais. ouais, Grand ouais, manuel de la parapsychologie scientifique. Est-ce qu'il est voilà. bon celui-ci? Ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne Ah version. OK. Il y a eu des mois et des mois de débats sur, le choix des mots du titre, parce que le terme de parapsychologie est extrêmement connoté, hein, négativement, en France et malgré tout, l'éditeur a bien, défendu son truc en disant qu'il faut appeler un chat un chat. Il y a une discipline qui est la parapsychologie. Même les parapsychologues aimeraient, changer le nom de leur discipline parce que c'est plutôt pour eux, la psychophysique, la rencontre entre les études psychologiques et les études physiques. Mais bon, c'est vrai que maintenant parapsychologie, c'est un point de repère. On a mis cet adjectif scientifique pour démarquer. En fait, qu'est-ce que c'est ce grand manuel? C'est 4 ans de travail, une vingtaine d'auteurs, notamment des internationaux quand on n'avait pas en France les experts de certains sujets, comme la prémonition et là, on fait un vrai lieu scientifique, très, très bien, référencé avec beaucoup de ressources pour que, au moins pour les 20 prochaines années, les gens qui veulent vraiment comprendre ce qu'il y a d'intéressant dans ce domaine, ils aient un livre de référence. Donc c'est fait un peu en prise en main de tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir, déjà lu énormément ou d'avoir des connaissances dans une discipline comme la psycho ou la physique. Tout ce qu'on amène comme concept, comme élément de méthode statistique, on essaye de l'expliquer par, des notes, par des encadrés, pour qu'il y ait rien de supposé comme connaissance, de départ, quoi. Voilà, donc et puis après on voit effectivement les aspects expérimentaux qui se font au laboratoire, que les gens connaissent très peu. C'est-à-dire, oui, il y a des études sur les guérisseurs, oui, il y a des études sur l'influence de l'esprit sur la matière et cetera et puis on voit aussi, on brode autour, théories, les applications dans le champ clinique, les impacts sur, la façon de voir le monde en fait, autour de ces sujets. Yes, on continue J'ai et je crois alors que c'est le c'est dernier, je crois que j'ai pris le dernier. ouais, ouais. 16 cas de clinique, des expériences exceptionnelles. Oui, alors c'est pas le dernier des récents livres que j'ai fait puisque j'ai été un peu prolifique, mais parce que vous voyez, hein, c'est toujours des œuvres collectives. J'adore toujours bosser avec des gens et du coup, il y a toujours quelque chose sur le feu et on il y a une émulation qui se met en place et celui-ci, typiquement, c'est comme je vous disais, ça fait une dizaine d'années que je suis à l'université de Lorraine et j'ai formé, ou je forme actuellement des doctorants qui eux-mêmes deviennent des experts de certaines de ces expériences et un beau jour, on s'est dit: «Ben, venez, on met en commun, on va trouver un cas de notre pratique ou de notre recherche qui nous a marqués et on va essayer de les mettre côte à côte pour voir un petit peu comment on appréhende tout ça et alors ça permet encore une fois de faire un chemin, en passant d'expériences de mort imminente au phénomène de poltergeist, à des phénomènes de rêve lucide, de télépathie, de souvenirs de vie antérieure. On n'a pas tout, c'est pas exhaustif, mais en tout cas, c'est un vrai outil pour les étudiants, pour les cliniciens, pour les curieux de ces expériences, parce qu'à chaque fois, on présente le cas de façon très brute, tel qu'il nous arrive avec tout son matériel et tout le côté très étonnant et surprenant de ces expériences et puis après, on pose quelques questions au lecteur pour qu'il se mette à réfléchir et on propose, nous, une interprétation possible à partir de ce qu'on a repéré de la littérature scientifique et de ce qu'on a compris, de l'individu qu'on avait en face de nous et voilà, c'est celui-là, c'est effectivement le plus récent. Je sais pas, j'ai pas encore beaucoup de retours, mais on a pris un grand plaisir à le réaliser en tout cas. Donc, bah, là, j'ai terminé avec les livres. Par contre, quel point de repère pour les personnes qui sont intéressées pour acheter vos livres, à part Amazon, donc on l'a bien vu, par quels moyens ils pourraient se les procurer? Ah malheureusement, les éditeurs n'ont plus le choix que de passer par Amazon. Si jamais vous avez l'occasion effectivement d'aller dans des petites librairies, je vous le conseille, mais je vois que par exemple, la Fnac, ne diffuse pas, le grand manuel de pathologie scientifique. Ils considèrent qu'un gros livre de 650 pages à 52 €, c'est même pas la peine de le mettre en rayon. Donc, voilà, donc des fois c'est un peu dommage, c'est pas aussi bien diffusé, par ailleurs. J'entends souvent tout ce qui est autour du paranormal, des EMI ou des expériences dites exceptionnelles. On parle beaucoup de, des entités sans âme, que ce sont des entités sans âme
qui viennent s'incruster dans nos pensées et qui viennent nous perturber et parler. Donc j'aurais voulu avoir votre point de vue par rapport à ça. C'est pas évident parce qu'effectivement, le paranormal est une catégorie intermédiaire, entre le naturel et le surnaturel et le mot paranormal qui a été inventé en fait par un médecin, un avocat français, Joseph Maxwell en 1903. Il y a eu des usages avant, mais là, il a un peu posé les choses. Il remplace un mot qui a vécu pendant toute la période médiévale et qu'on appelle le préternaturel. Et donc, si vous voulez, on a toujours eu ces catégories, ce qui va être du côté de la science et de l'objectivité, ce qui est surnaturel et de l'invisible, de l'inconnaissable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier directement, et puis une catégorie intermédiaire de prodiges qu'on ne peut pas attribuer ni à l'un ni à l'autre, et le préternaturel est devenu le paranormal et constitue toujours un gros fourre-tout dans lequel on ne sait pas trop ce qu'on met et dans lequel on a un déficit d'explication. Comme on a ce déficit d'explication et que les phénomènes semble à la fois réel pour beaucoup de gens et aussi intelligent. C'est-à-dire, nous donner, par exemple, des informations, très utiles pour prévenir un danger ou alors, quand on est face à un poltergeist, on a l'impression que, il y a vraiment une présence, pertinente et même joueuse, un peu farceuse, qui est là dans l'environnement. Et ben, les gens vont très facilement glisser, vers des interprétations Mmh, bah, transcendante, voilà, en disant: «Il y a des entités», sans âme ou avec des âmes, enfin, après là, peu importe, c'est des questions d'idéologie, de on a eu en France le développement, à partir du spiritualisme américain du milieu 19e siècle, développement d'une codification de ce que seraient les esprits, les médiums et cetera, via Allan Kardec, un pédagogue français. Bon voilà, le spiritisme, a créé, un certain nombre de doctrines, de lieux, comme ça, mais c'est une parmi, des centaines, d'interprétations possibles, de ce que seraient les entités. Est-ce qu'elles sont méchantes? Est-ce qu'elles s'infiltrent en nous et cetera? Même dans le champ du spiritisme, proprement dit, il y a un désaccord. Quand vous regardez spiritisme français, brésilien, anglais, américain, ils ont pas les mêmes points de doctrine. Alors, déjà, je suis obligé de contester malheureusement parce que, on a peut-être l'impression que c'est de plus en plus à la mode, mais en réalité, on n'a pas d'études, sociologiques qui montreraient une fluctuation, de l'intérêt ou de la croyance. Quand on regarde les vraies données sociologiques qu'on a depuis 50 ans, 60 ans, qu'on mesure les croyances des Français comme de la population occidentale en général, elles sont hyper stables. Donc en réalité, on a cet intérêt en termes de croyances et d'expérience qui est très, très commun, dans la société occidentale. Après, quand on regarde avec une plus large perspective historique, il y a eu des moments où, il y a eu vraiment une prise culturelle sur ces sujets qui ont pu atteindre des forums de discussion comme, l'Académie de médecine, l'Académie des sciences et cetera, et en France, on a même été à la pointe, fin 18e siècle, juste avant la Révolution française, on était à la pointe. Fin 19e siècle, on était encore une fois à la pointe et un peu pendant les années folles. Mais, i contrairement à plein d'autres pays européens ou occidentaux, en France, il n'y a jamais eu une unité académique, d'experts en charge de ces questions. Ça a toujours été, relégué finalement, à au privé, donc des fondations, à des mouvements culturels comme ça qui portaient un peu ces sujets, mais du coup avec une sorte de conflit avec les élites. Ce qui n'est pas arrivé dans d'autres pays. Ce qui crée un paradoxe très particulier, c'est que le paranormal reste marginal chez nous. C'est un sujet qu'on n'est pas censé étudier à l'université, on se couvre de ridicule, on nuit à sa carrière, quand on s'intéresse à ces sujets sans, on peut s'y intéresser en tapant dessus, en disant: «Ah, c'est n'importe quoi, il y a des charlatans», et cetera. Ça, c'est très facile et ça, c'est encore, cautionné. Mais, une étude, rigoureuse, ouverte, comme on va trouver, dans tous les autres pays européens, chez nous, ça paraît assez aberrant. Où se situe la science? Alors déjà, est-ce que la science est une unité? On peut parler au nom de la science et dire: «Voilà, le consensus scientifique refuse, ces phénomènes, rejette ces phénomènes». En réalité, il va y avoir, un vrai prisme culturel. Quand vous comprenez qu'en Angleterre, il y a une douzaine de départements universitaires avec des équipes de recherche et d'enseignement sur la psychologie, du paranormal, qui font aussi des recherches, pour tester, la réalité des phénomènes, qui sont Mmh. derrière.
bah, vous dites: «Ah oui, quand même, du coup, c'est un sujet sérieux» et vous Oui, traversez la Manche, c'est un sujet qui n'est plus du tout sérieux. Donc est-ce qu'il y a un consensus scientifique, universel ou simplement, localement, un petit peu, des points de repère différents? Là, ce qu'on a comme point de repère, c'est que, la plus grosse structure, qui regroupe les chercheurs en parapsychologie, ils sont pas très nombreux, hein, c'est quelques centaines, dans le monde, s'appelle la Parapsychological Association et depuis 1969, elle est acceptée dans ce qu'on appelle la triple AS, qui, coiffe l'établissement scientifique. Donc depuis 1969, c'est reconnu comme une discipline scientifique qui peut avoir des organisations de type société savante. Donc voilà et ça, c'est un point de repère. Il y a actuellement 42 universités dans le monde où on sait qu'il y a des chercheurs qui officiellement travaillent sur ces sujets. C'est pas énorme, 42 mmh, universités, mais c'est quand même des points de repère. Et puis après, il y a des publications empiriques dans les meilleures revues de psychologie, de physique et tout ce qu'on veut et ça depuis des décennies, c'est pas un truc nouveau. Donc il y a une accumulation de petits points qui sont des indices venant dire: «Tiens, il se passe quelque chose, du de développement d'une approche scientifique». Où en sont les résultats? Ça, c'est une autre question. il y a peut-être aussi un manque d'intérêt en France de s'intéresser à ce sujet, même aussi un tabou peut-être? C'est une question que j'aimerais bien, effectivement, développer, cette question du tabou parce que, i c'est un tabou hyper paradoxal. Au sens où si vous allez au cinéma, si vous, lisez les best-sellers, si vous regardez des séries, vous allez voir du paranormal absolument partout, des mutants avec des super pouvoirs et cetera. On raffole de ça. En termes de culture, en termes de divertissement, ça fait absolument partie de l'Occident. On déploie des millions d'euros et de dollars pour générer ces fictions autour du paranormal et puis de l'autre côté, on est des énormes consommateurs de praticiens du paranormal en tout genre. Donc là, voilà, ça fait tout à fait partie d'une sorte de contre-culture, qui est présente. Là où ça n'a pas sa place, c'est vraiment plutôt dans les institutions d'élite, comme l'université, le CNRS et cetera, où, en fait, on a l'impression qu'on peut pas, même dans des médias mainstream, discuter sérieusement de ces sujets et c'est vrai que là, on vous avait présenté plusieurs livres qui sont sortis. Ce qui est assez fou, c'est qu'il y a une dizaine d'années, quand j'avais traduit les meilleurs ouvrages, anglais, ou allemands sur les sujets, je n'arrivais pas à convaincre des éditeurs qu'on pouvait publier ça en France. Ils me disaient: «Mais le paranormal, soit on fait du sensationnel et là, on a un public qu'on connaît très bien qui achète beaucoup, soit on fait un truc extrêmement sceptique et on a un autre public aussi qui est très friand de ça, mais quelqu'un qui s'intéresse à la fois à la parapsychologie sérieusement, ça n'existe pas ce public-là». Et nous, en fait, on n'y croit pas, on espère au moins le créer ce public en disant: «Si les gens trouvent que finalement il y a un fond, il y a des moyens de réflexion et c'est pas juste montrer que la télépathie existe et cetera. C'est qu'est-ce que ça change de notre vision du monde pour la compréhension des rapports corps-esprit et plein d'autres questions, qui sont éclaboussées par la parapsychologie et ben là, ils vont peut-être, comprendre ce qu'on fait. Ouais, et ce qui est incroyable aussi, ce que j'ai pu, constater, c'est que, vous avez une frontière invisible entre l'Ouest et l'Est. L'Ouest plutôt tabou, et dès que vous allez à l'Est, ils sont plutôt ouverts à ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est ancré en eux, ils en parlent ouvertement, il y a aucun problème. Par contre, à l'Ouest, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que Alors c'est le constat? Alors Est-Ouest, je n'irai pas sur cette partition purement géographique, mais très clairement, je dirais plutôt, on est dans une position minoritaire. Nous, occidentaux, notre discours par rapport au paranormal est un discours de rejet, rejet de la transe, rejet, des phénomènes, extraordinaires et cetera, et on pense que c'est la meilleure manière, de voir les choses. La plupart des autres cultures et notre culture elle-même, à d'autres époques, ont intégré différemment le paranormal. C'est-à-dire ont intégré aussi, par exemple, des praticiens en charge de gérer les questions du paranormal, le rapport aux esprits, à l'invisible et cetera et on a marginalisé, pour des bonnes raisons aussi, parce qu'il y avait un du n'importe quoi, parce que scientifiquement, il y avait pas eu encore des études suffisamment approfondies de tout ça, mais on a beaucoup rejeté et même criminalisé d'une certaine façon tout cet exotisme du paranormal en disant que c'est bon pour les autres, mais nous, on est au-dessus de ça et en réalité, on est en décalage avec toutes ces cultures où c'est beaucoup moins tabou, mais c'est aussi beaucoup moins intéressant sur le plan scientifique. C'est-à-dire, je ne sais pas si je prends les Chinois, oui, ils vont avoir des énergies subtiles, et ils vont avoir des médecines qui intègrent tout ça,
mais leur développement scientifique d'études de ces sujets est médiocre. Voilà, malheureusement. À quel moment de votre vie avez-vous senti que la psychologie classique ne suffisait plus à rendre compte de certains vécus humains? Et ai-je cru que la psychologie pouvait tout expliquer? Je pense que ce serait un biais de psychologisme. C'est-à-dire, bon, tout scientifique qui devient un peu spécialiste de sa propre discipline, il peut, croire en manquant un peu d'humilité, épistémique que voilà, ce qu'il tire par le bout de la lorgnette, ça correspond à tout ce qu'il y a à voir. Donc, moi je suis pas j'ai jamais trop été dans cette approche. Je me suis toujours intéressé aux sciences en général et le point de vue psychologique, c'était aussi parce que, il me semblait que la conscience était un des problèmes scientifiques qui était le moins avancé et moi j'avais envie d'explorer, des choses, originales et là, bon, bah, j'ai trouvé un sujet où il y a des boulevards de tous les côtés. Il y a très peu de recherches. Si on prend l'expérience de mort imminente, il y a très peu de recherches, il y a énormément de questions qui restent encore posées, par exemple. Donc il y avait cet aspect-là de curiosité qui m'animait et du coup, je saurais pas dire si, la psychologie est insuffisante, mais elle est insuffisante de base, au sens où la parapsychologie est une discipline transdisciplinaire, enfin un domaine transdisciplinaire. C'est-à-dire, mes collègues avec qui, je suis amené à travailler, au sein de ces, organisations ou congrès, tout ce qu'on fait, ils sont, physiciens, biologistes, philosophes, neuroscientifiques et cetera et on parle d'un même objet, mais on sait que chacun apporte une pièce à l'édifice. Tout à fait. Y a-t-il une expérience, personnelle qui a agi comme un point de basculement, dans votre parcours? Alors, pas personnel au sens où ça se viendrait de moi ou de quelqu'un de proche dans ma famille, de mon entourage, mais effectivement, quand en 2003-2004, j'ai commencé à vraiment plus lire sur ces sujets et c'est pour des circonstances tout à fait, in intéressantes en soi, c'est que j'ai été faire une année d'études à Montréal. Et il se trouvait que là-bas, il y avait un professeur de psychologie, c'était comme ça que ça s'appelait, qui exerçait à l'université et du coup, je sais pas si c'est lié, mais la bibliothèque était fournie en livres de bonne qualité. Ce qui était pas le cas quand j'étais en France et là-bas, j'ai donc lu beaucoup et j'étais amené à discuter avec pas mal de gens et il s'est trouvé que des étudiantes de psychologie de ma promo, pensaient que leur appartement était hanté et donc j'ai eu en direct, des récits, voilà, pour mois après mois et avec cette difficulté pour moi de me dire: mais attends, des gens qui ont le même cursus, la même évolution, psychique que moi, comment, bah, est-ce qu'ils sont psychotiques? Ouais, où est-ce qu'elles ont perdu, la raison, quoi? Enfin et donc c'était plutôt à moi de me questionner sur la façon dont je voulais les rentrer dans des cases avec certains préjugés, quoi. Mmh. D'accord. Votre parcours, vous a-t-il obligé à redéfinir ce que signifie d'être scientifique aujourd'hui? Alors oui, ça m'amène à beaucoup réfléchir et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais encore développer. Je suis pas en trop très au clair là-dessus, tout à fait parce que, il m'a semblé, que quand on essaie de pratiquer la parapsychologie, on est un peu désillusionné du fonctionnement de la science, que j'ai pu peut-être, moi, partager idéalement, quand j'étais adolescent, au sens où, la parapsychologie va subir, des préjudices, très étonnants, heu très concrets, qui font dire que, que derrière la science, il y a des scientifiques qui sont des êtres humains. Et moi, ça m'a amené à beaucoup m'intéresser à ce qu'on appelle la psychologie des sciences, qui est pas très connue, mais qui est une forme de métascience, d'approche des sciences, de dire quels sont les biais, personnels, de croyance ou d'incroyance, qui vont nous bloquer et nous, empêcher de vraiment faire preuve d'esprit scientifique. Parce que c'est pas donné comme ça et notamment, on le voit bien, finalement, les pseudosciences ou parasciences comme la parapsychologie sont des révélateurs, des capacités à vraiment maintenir une sorte de guidage sur cet esprit scientifique. Je peux donner des exemples, très concrets. J'ai une collègue qui a fait une étude où elle a soumis un résumé de recherche scientifique, présentant, une méthodologie et des résultats
et elle l'a envoyé à des gens et au début, elle a présenté ça comme une recherche de neurosciences et à d'autres parties du groupe, elle a présenté ça comme une recherche de parapsychologie et elle demandait aux gens qui lisaient que l'abstract, que le résumé, d'évaluer la qualité de la recherche. Quand c'était mentionné que c'était de la parapsychologie, c'était beaucoup plus mauvais, alors que c'était présenté comme la même étude. Donc vous voyez ce type de biais qui peut affecter des experts qui sont censés analyser, on voit que c'est des préjugés culturels, qui parlent. Un autre exemple, c'est que j'ai un collègue qui est un très, très bon neuroscientifique, français, qui, a eu jamais aucun problème à publier aucun article. Il a commencé à s'intéresser à la médiumnité et à la façon dont, au niveau de la neuroimagerie, on pouvait voir ce qui se passait et il a eu, des expériences, incroyables pour lui-même, d'avoir des articles rejetés, mais comme un malpropre, alors qu'il a toujours les mêmes compétences scientifiques, méthodologiques et cetera. Et il a même eu un article qui a été rétracté, ce qui est assez grave, hein, même sur le CV, sans raison valable, au bout d'une semaine après avoir été, publié parce qu'il est passé par le processus d'expertise tout à fait classique. Et donc il l'a republié par ailleurs, mais c'est quand même fou de se dire parce qu'on utilise cet objet et que cet objet est un peu maudit, un peu condamné, par la culture, eh bien, on n'est pas évalué comme les autres. Il y a une sorte de double standard et il y a ce qui vaudrait pour la science en général, par exemple, mes études en psychologie, que je peux publier et quand je vais toucher ou quand mes collègues touchent à cet objet, chaud brûlant, eh bien, tout se dérègle et donc ça, c'est très étonnant et ça me fait effectivement réfléchir à, qu'est-ce qui se passe, heu, dans le champ scientifique, mais qui est un champ humain, une activité sociale et humaine comme les autres, par rapport à cet objet-là. Mmh, tout à fait, ouais. Qu'est-ce qui distingue, selon vous, une expérience exceptionnelle d'un trouble psychopathologique? Ça, c'était la question qui m'a beaucoup animée, vous l'avez senti, hein, je parlais déjà de psychose pour mes collègues étudiants, mais, Oui. j'ai consacré ma thèse à essayer de travailler ces sujets-là, parce qu'on me demandait: «Mais comment vous faites le tri?» Parce que finalement, si c'est de la psychose ou des choses, graves, il faudrait juste les envoyer en psychiatrie, sous médicaments, faire quelque chose pour ces gens-là, mais on peut pas les écouter, on peut pas les prendre au sérieux dans ce qu'ils racontent. Et au final, je suis complètement revenu de cette idée qu'on avait des moyens avec des critères très fiables pour les discriminer, puisqu'il y a un rapport complexe entre ces expériences exceptionnelles et la psychopathologie. Alors, vous me lancez sur ma thèse, donc c'est pas une très bonne idée, hein, mais je vais essayer d'expliquer ça simplement. Le truc, c'est qu'il peut y avoir des gens qui ont des troubles sévères, psychose et cetera, qui vont avoir des expériences exceptionnelles, délirantes parce que complètement décrochées du réel ou en lien aussi avec les paranoïas qu'ils peuvent avoir, donc c'est tout à fait compatible. Vous allez avoir des gens qui ont des troubles plutôt légers à moyens comme une dépression, anxiété ou, des angoisses, un deuil et cetera et qui vont avoir ces expériences aussi en lien avec, toutes ces problématiques et puis vous avez des gens qui n'ont absolument pas de troubles psychiques diagnostiqués ou repérés, qui peuvent avoir, des petits conflits psychiques ou des choses qui seraient intéressantes à travailler, et les expériences exceptionnelles viennent un petit peu faire un signal dans tout ça et vous avez des gens qui sont parfaitement sains et qui sont même aidés à aller mieux grâce à leur expérience exceptionnelle, qui apporte du sens à leur vie et cetera. Donc en fait, quand vous avez une personne en face de vous qui présente cette expérience, la question de savoir, si on doit la classer, du côté, des malades mentaux ou pas, elle est très, très secondaire en réalité, parce que toutes les configurations existent et il faut mieux comprendre comment la personne intègre ou pas cette expérience, comment on peut l'aider à en faire une expérience qui, du coup, soit plutôt positive par rapport à sa trajectoire. Qu'elle ait un diagnostic ou elle ait pas de diagnostic, nous, on a travaillé, en fait, avec les personnes qui venaient nous voir. Ça paraît compliqué justement en gros, de voir la différence entre les 2. Alors, ce qui est compliqué, c'est, et je me suis amusé à faire ça dans ma thèse, c'est de prendre les outils de la psychiatrie actuelle et d'essayer de détecter, la pathologie des gens qui vivent des expériences exceptionnelles. Parce que les critères actuels sont des critères, extrêmement biaisés sur le plan culturel et il y a des questionnaires qui disent, «Vous, croyez à la télépathie, bon ça fait un point pour la psychose, vous avez vu un fantôme, ça fait un point pour la psychose» et cetera. À partir de quel moment on a figé comme ça, dans une sorte de partition du monde, ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas?
Et on voit bien que là, il y a un manque de sensibilité culturelle, non seulement pour les autres cultures ou voir, discuter avec ses ancêtres, c'est tout à fait normal et pour ce qui se passe dans notre culture. C'est-à-dire, vraiment, il y a un tiers des gens qui, au cours de leur vie, vont vivre ces expériences donc on est vraiment sur quelque chose d'assez massif. On l'oublie souvent parce qu'on a un peu en parlé, on n'a pas beaucoup d'endroits où partager tout ça, mais il y a plein, plein de gens qui vivent tout ça et ils peuvent pas être tous psychotiques. Ça correspond pas du tout aux chiffres qu'on a de la psychose. Donc on a ces outils psychiatriques qui sont inadaptés, qui peuvent juste, surpathologiser ces expériences et on est obligé de développer peut-être des nouveaux repères. Et les repères qu'on développait actuellement, moi je trouve pas que mes collègues aient suffisamment, obtenu de résultats pour trouver des critères très fiables. Et les critères que moi je vais utiliser, par la suite de ma thèse, c'est des critères qui n'ont rien à voir avec le type d'expérience que vous vivez, mais plutôt à voir sur la façon dont vous vous êtes construit votre personnalité, structurée et là, on repère des choses sur, le rapport à la transe, le rapport, à la culture qui vous a forgé, l'interaction que vous avez avec les expériences et les phénomènes que vous vivez. Ça, c'est des points de repère, utiles pour les cliniciens, mais qui n'ont rien à voir avec le fait de voir ou pas un fantôme. Comment accueille-t-on cliniquement une personne qui dit entendre des voix, voir des entités ou faire des rêves prémonitoires? Hem, on pourrait penser qu'il faut, des capacités, ou des formations spéciales pour accueillir ces personnes-là, mais en réalité, le plus gros du problème, il est du côté de l'écoutant, thérapeute, médecin et cetera. Parce qu'il a automatiquement une sorte de rejet culturel, attribuant ces expériences à quelque chose qui n'est pas censé exister. Donc il y a ces catégories qui vont, le frapper en disant: «Hallucination, délire, attention, il parle de choses impossibles dont mon modèle de réalité» et du coup, je suis obligé d'imaginer qu'il déraille, qu'il est à côté de la plaque et donc c'est cette bataille-là pour rester suffisamment tolérant à l'inconnu, à l'ambiguïté, qui est un gros du travail. Ensuite, le reste est pas si, heu, accueille cette expérience, et qui les accueille avec, des formes de thérapie psychanalytique, comportementaliste, groupale, transpersonnelle, tout ce qu'ils veulent et il y a pas un schéma en fait de traitement. Ce que nous on a mis en place avec Thomas Rabeyron, c'est un peu une approche en 3 étapes où la première c'est vraiment, une écoute très attentive du type d'expérience. C'est-à-dire on se contente pas de juste nommer les choses du «J'ai vu un fantôme, ah très bien, d'accord» et on passe à autre chose. Là, on va plus rentrer dans quelque chose de très phénoménologique où on pose un certain nombre de questions pour comprendre le contexte, le type de phénomène et ça va donner plein d'informations, sur ce qui s'est joué et notamment parfois il y a une grosse charge symbolique, il y a vraiment plein de choses qui sont contenues dans l'expérience. Et aussi le fait de pouvoir aider la personne à déployer ce vécu en prenant une position d'observateur, va la mettre vraiment dans une attitude de collaboration avec le thérapeute. Il va pas sentir qu'il doit convaincre le thérapeute. En fait, il donne les éléments qui lui permettent lui-même de mieux comprendre, la part du vécu et la part de l'interprétation. Quand on vit un truc comme ça, première chose qu'on se dit, c'est qu'on est fou. Ensuite, que c'est pas censé exister, qu'il s'est passé un truc que personne va le croire et cetera. Donc ça, cette première phase, très phénoménologique et ensuite on a une phase où selon la personne, hein, ça demande aussi, hein, on essaye de tourner un peu autour, de comprendre dans quel contexte de vie, est-ce qu'il y a eu des événements auparavant, qui ont joué là-dessus? Est-ce que c'est la première expérience? Qu'il y en a eu d'autres qui ont été déjà là dans l'enfance? Et en fait, on va avoir des éléments plus larges, on va connaître la personne et mieux comprendre peut-être la fonction, le sens que pourrait avoir cette expérience par rapport à sa propre, trajectoire et ensuite on peut travailler sur les points qu'on découvre. Par exemple, il y a pas mal de gens qui vont avoir eu des abus sexuels, par exemple, qui sont pas pour eux du tout en lien avec le fait d'avoir des expériences exceptionnelles, mais en réalité, il y a vraiment une sorte de défense, une solution qu'a trouvé, l'esprit pour se battre contre ce trauma, passé et une des solutions, c'est justement d'employer cette voie, de l'invisible, du paranormal et c'est pas automatique comme, réflexe
d'assimiler, de mettre en lien les 2 et donc on va aider, la personne à trouver, le sens qui lui convient, le sens à donner à tous ces vécus et on peut travailler sur des problèmes, très classiques de psychologie, hein, un deuil, un trauma, des relations compliquées. Heu, la personne, elle vient nous voir un peu méfiante, hein, c'est beaucoup ça, en fait, qui est à travailler, hein, la c'est rarement directement que la personne aborde ça. Elle va l'aborder si elle sent qu'il y a une confiance ou que le thérapeute est réputé ouvert sur ces sujets, mais autrement, effectivement, ça se glisse un petit peu, sous la porte. Comment expliquer que des scientifiques prestigieux aient étudié ces phénomènes, sans que cela soit vraiment enseigné aujourd'hui? Hem, ben, c'est une question historique, qu'a pas mal travaillé, quelqu'un comme Bertrand Meust, qui a fait une thèse qui lui a pris 18 ans pour comprendre le conflit culturel qui est porté, par ces sujets et c'est un conflit culturel dont on a vraiment du mal à se rendre compte, même rétrospectivement, parce que il est toujours en place. Il a divisé notre société et c'est vraiment une controverse. D'habitude, les controverses, bon, OK, ça peut durer 30 ans, puis après on se met d'accord, on comprend qui a raison et qui a tort. Et là, pas du tout, c'est vraiment enraciné. Il y a un camp de gens, qui pensent que, il y a eu aucun travaux, sérieux en parapsychologie, qu'il y a aucun phénomène à étudier et que c'est que de l'escroquerie. Et il y a peut-être un autre camp qui va dire: «Mais regardez, il y a tel travail, il y a tel chercheur, effectivement, telle autorité scientifique qui s'est mêlée à tout ça». Et ils ont pas la même description du monde, la même histoire et ils se rencontrent très peu. Il y a très peu de mixité dans ces groupes-là, ils se discutent très peu entre eux, ça devient très difficile et la majorité, des scientifiques ont appris à être indifférents à ces sujets. Et donc le plus gros du souci, c'est qu'il y a très peu de chercheurs qui ont une vraie connaissance, des éléments. Moi, je suis très favorable à ce que les gens lisent les travaux des parapsychologues et pointent des critiques et publient ces critiques et démontent ces travaux. Mais c'est même pas ce qui se passe, en fait. C'est des travaux qui circulent, assez bizarrement dans une sorte d'indifférence générale et on nous apprend même très implicitement quand on développe une carrière scientifique, enfin, quand on va à la fac ou quelque chose comme ça, que le domaine scientifique, est posé en fait, enfin permet de critiquer ou de discriminer un domaine pseudo-scientifique et de dire très classiquement, on peut facilement cracher sur la parapsychologie, en se servir d'exemples, je sais pas, de fraude scientifique, on allant chercher un cas, dans le spiritisme, dans la parapsychologie, un médium qui triche et cetera et de dire: «Regardez tout ça, c'est que des sornettes», sans aller vraiment regarder les éléments les plus, probants et ça, c'est vraiment un usage qui fait que le ridicule, la réputation extrêmement marginale de la parapsychologie n'encourage pas des gens à aller vers ça et en plus, aujourd'hui, je ne pourrais jamais conseiller à un étudiant qui veut faire une carrière de chercheur, d'enseignant-chercheur, de se consacrer à ce domaine. Parce que c'est un domaine où, en fait, on se tire des balles dans le pied plus qu'autre chose. Ouais, bah, il y a l'ego aussi dedans, hein. Certainement, je pense que, ça dépend la visée, de ce qu'on a à faire, mais vous disiez qu'il y avait des grands noms qui s'étaient mêlés à la parapsychologie, mais il y en a qui ont aussi, été assez, hem, a assez fin, assez malin pour, que ça sache pas trop. Je pense notamment à Henri Bergson, qui était en contact avec tous ces chercheurs de parapsychologie, qui a théorisé finalement ces phénomènes-là sans vraiment les nommer dans ses livres, qui a été président de la Société de recherche psychique anglaise. Donc on sait en fait que c'est un secret de polichinelle, son intérêt pour le sujet, mais c'est passé inaperçu. Sa philosophie n'est pas marquée, du sceau d'un intérêt pour l'occultisme, comme on pourrait le penser. Alors qu'en réalité, c'est un penseur qui a été très, très influencé par ces sujets. Que révèle, selon vous, la clinique des expériences exceptionnelles sur, les limites actuelles de la psychologie? Heu, alors, c'est pas évident parce qu'on pourrait penser que la psychologie est passée à côté, vraiment de quelque chose. Or, en réalité, ça fait partie de l'histoire de la psychologie depuis le départ. Là, on parlait de grandes figures. Si on prend quelqu'un comme William James, qui est considéré comme un des pères de la psychologie américaine, William James a consacré, une grande partie de sa carrière, je dirais, au moins 25 ans,
aux études de parapsychologie. C'est les seuls qui l'ont, animée, vraiment, tout du long, sans arrêt et donc la psychologie institutionnelle, la discipline que j'enseigne, hein, en tant qu'enseignant-chercheur actuellement à l'université de Lorraine, c'est une discipline qui est née de la parapsychologie, qui est née du fait que ces phénomènes ont débordé d'abord la médecine. La médecine a tenté, de juguler les phénomènes et notamment les états d'endormir de conscience, les transes, qui avaient des effets de guérison, qui avaient des effets de développement aussi de vision à distance, de prophétie et cetera. Mais à un moment, ils n'ont pas pu rendre compte de tout ce qui se passait et ils ont implosé. Ils sont fermés, très officiellement, hein. C'est-à-dire en 1842, il y a eu un vote à l'Académie de médecine qui dit: «Nous n'étudierons plus aucun, dossier, mémoire portant sur des faits de magnétisme animal». Donc c'est une interdiction, d'ailleurs franco-française, il n'y a pas eu ça à l'étranger, qui fait que c'est rentré dans la clandestinité. Mais ça en est ressorti parce que des chercheurs ont dit: «Mais non, il y a encore des phénomènes, il y a encore des choses qu'on peut étudier» et ils se sont mis à se rassembler dans des sociétés de recherche psychique dès 1882 et ces sociétés de recherche psychique sont les premières sociétés de psychologie au monde. Donc voilà, il y a tout un oublié, un impensé, qu'en réalité, il n'y a pas une psychologie d'un côté et une parapsychologie de l'autre qui seraient en conflit, mais en fait, c'est le même domaine. La psychologie ne s'intéresse à l'esprit. Bon, bah, si elle s'intéresse à l'esprit, elle s'intéresse à toutes les facultés de l'esprit et si l'esprit est capable de, prévoir des choses à l'avance ou d'avoir des informations qui viennent, non pas par les moyens des sens, mais par d'autres moyens, bon, bah, ça fait partie des choses qu'on peut étudier avec les méthodologies de la psychologie. La plupart des chercheurs en pathologie actuels sont des psychologues, Oui. heu, donc moi je trouve que ce divorce, cette séparation, cette conflictualité est un peu créée de toutes pièces, parce que la psychologie a énormément à apporter, à ce domaine. Mmh. Tout à fait. Ah, c'est une très bonne question, en fait, ça dépend ce qu'on veut en faire. J'ai certains de mes collègues, ils ont vécu des expériences, exceptionnelles ou alors ils sont très convaincus de, par exemple, je sais pas, il y a une vie après la mort et cetera. Moi, j'ai pas de problème avec ça, tant que leurs travaux scientifiques, comportent des méthodologies qu'on peut critiquer et qu'ils sont capables d'entendre les critiques, de les réviser et d'essayer d'améliorer les choses. En fait, il y a un dialogue possible, il y a une méthodologie, commune de scepticisme et de critique, mais bienveillante, en fait, entre chercheurs et c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu qu'on peut jouer et derrière, si les gens ont telle ou telle conviction, ça leur appartient. Ce qui ne va pas, c'est de ne pas d'avoir des convictions qui sont du type incroyance, en disant: «Ah moi je suis cartésien, moi je suis sceptique» et penser que ça, c'est la bonne attitude. Parce qu'en réalité, le scepticisme, ça ne peut jamais être une position, ça ne peut jamais être fixe, c'est toujours un processus dynamique. On est sceptique de quelque chose, on s'informe sur cette chose, on critique, les études qui sont faites à ce sujet, mais dire: «Moi je peux rester dans mon coin et tout va bien», c'est un problème et d'ailleurs ça a été démontré en psychologie, comme en parapsychologie, que les attitudes d'incroyance qui s'autoproclament sceptiques sont des attitudes qui vont biaiser autant les gens que des attitudes de croyance. Vous avez des études où, par exemple, il s'agit de détecter des coïncidences dans, des stimuli et il y a des gens très croyants qui ont une pensée qui leur fait voir plus de coïncidences, que d'ordinaire et il y a des gens très incroyants qui voient moins de coïncidences que ce qu'il y a réellement. Donc, intellectuellement, au niveau de la perception, l'incroyance est une attitude qui nous biaise. En psychologie comme en parapsychologie, on doit travailler sur ces biais, on ne doit pas les considérer comme, certains sont valorisés et d'autres sont dévalorisés et en parapsychologie, on va même plus loin, c'est qu'on se rend compte d'un effet de boucle. Un effet de boucle, c'est-à-dire, les données sont vraiment en interaction avec les chercheurs. Le on peut mettre autant de participants à l'expérience qu'on veut, un chercheur sceptique, qui mène l'expérience, sceptique en termes d'incroyance, a plus de chances d'avoir des résultats qui conforment ses opinions sceptiques et de la même façon, quelqu'un qui est très enthousiaste pour la parapsychologie a plus de chances de voir ses opinions confirmées, pour tel ou tel effet. La parapsychologie, c'est malheureusement, hein, pour les parapsychologues, un révélateur que, la croyance se répercute dans la réalité. C'est ça le phénomène essentiel que montrent, les parapsychologues. Ils n'aboutissent pas à avoir des connaissances
objectives et extérieures à eux avec des lois, définissant comment se comportent les phénomènes paranormaux, ils arrivent finalement à trouver que, on crée notre réalité. Je le dis très, très, schématiquement, mais c'est un peu ça. OK. Selon vous, la science peut-elle, étudier ces phénomènes sans en comprendre, les mécanismes? Alors, je pense que les parapsychologues ont essayé. Ils sont entrés dans une approche extrêmement qu'on appelle positiviste ou, empiriste. C'est-à-dire, bon, moi je veux pas rentrer dans le spiritisme, le New Age et cetera. Moi, c'est juste les faits, donc voilà, je fais mon protocole au laboratoire, j'ai tel résultat, je fais mon analyse statistique, j'ai telle probabilité que ça soit le hasard ou pas. Voilà, je vous plaque tout ça à la figure et je vous mets, devant le fossé et je vous pousse dedans, quoi. Et cette attitude-là, qui est tout à fait entendable si on adhère à ce paradigme, on voit bien qu'il ne peut pas aller au bout du chemin. Il ne peut pas aller au bout du chemin parce que là, par exemple, récemment, un de mes collègues, professeurs de parapsychologie d'hypnose à Lund, Etzel Cardegna, a publié une méta-analyse qui rassemble tous les travaux empiriques en parapsychologie en 2018 dans une énorme revue de psychologie, en disant: «Bah, voilà, on en est là, et c'est vraiment bien. On a vraiment accumulé plein de données depuis des décennies dans plein de laboratoires. On a déjà géré la plupart des critiques et des pseudo-explications qui ont été apportées. Donc on a quelque chose». Et la seule réponse qui a été faite à cet article, qui date de 2018 encore une fois, hein, c'est de dire: «Oui, peut-être, mais c'est contraire aux lois, en physique et aux principes qui fonctionnent très bien. Du coup, c'est même pas la peine de discuter vos données, de les analyser. On sait que c'est impossible». Et donc on est dans une position très dogmatique en fait, mais qui tient aussi la route, c'est du rationalisme. Et qui voudrait d'un monde dont on comprend plus rien et dans lequel il y a des phénomènes qui ont l'air, sans limite quoi, de l'omnipotence, de l'omniscience et cetera. Et les parapsychologues du coup travaillent et c'est pas nouveau, ils travaillent depuis très longtemps sur des modèles théoriques. Dans le grand manuel de parapsychologie scientifique, on a 2 chapitres entiers sur les modèles théoriques, il y en a une trentaine qui sont en développement, il y a pas de consensus encore là-dessus et ils sont, parfois appuyés sur la physique quantique, parfois pas du tout et cetera. Donc c'est bien, il y a vraiment un travail de réflexion. Le souci, c'est que ce qu'essaie d'aborder la parapsychologie, c'est pas juste expliquer la télépathie dans son coin. Si vous voulez expliquer la télépathie, il faudra expliquer les rapports, corps-esprit, les rapports Oui, esprit-matière et vous devez développer une métaphysique qui pas ne remet pas forcément en cause la gravité et plein de choses comme ça. Il y a plein de lois qui vont pas changer, mais il y a comme localement une inversion des lois qui étaient connues. Donc il y a des référentiels comme ça qui sont effectivement chahutés parce qu'ils impliquent des exceptions et la parapsychologie va s'intéresser à des choses inhabituelles, rares, par exemple, apercevoir le futur. Bon, voilà, c'est pas censé fonctionner comme ça, mais si ça fonctionne, si c'est prouvé et bien, du coup, qu'est-ce que ça change à notre compréhension du temps, de l'espace-temps et cetera? Vous imaginez le travail, le nombre de cerveaux qu'il faudrait pour vraiment monter un paradigme qui se rende les choses intelligibles pour tous, qui fasse consensus, même au sein déjà de la parapsychologie. On est encore un peu loin et par défaut un peu de moyens humains, de ressources aussi, et cetera, pour que ces recherches prennent bien continuent. Mais un jour, la parapsychologie, avec une bonne théorie, on dira: «Ah oui, mais on savait depuis longtemps que ça existait». Maintenant, on sait pourquoi. ouais. Votre travail a-t-il modifié, votre rapport personnel à la mort? Donc bah, je suis très décevant là-dessus, mais pas du tout, en fait. Je dirais pas que c'est pas une question qui m'intéresse, mais ça m'a je sais qu'il y a certains de mes collègues où ça va les toucher, c'est là-dessus que ça les anime, mais moi, pas vraiment, en fait. Hem, j'entends enfin, il y a des choses qui sont modifiées, mais, par retrait. C'est que, par exemple, j'ai beaucoup étudié les expériences de mort imminente sur ces dernières années et je vois bien que pour les occidentaux, c'est devenu la nouvelle représentation de ce qui va tous nous arriver. On va avoir une sorte de mort douce avec, la lumière, l'accueil par des entités et cetera et un goût de paradis et donc on a ce qu'on appelle l'eschatologie, personnelle, hein, cette représentation de la fin des temps personnelle, via l'expérience de mort imminente. Sauf que mes travaux, mais qui sont basés sur d'abord les personnes que j'ai écoutées, qui présentaient pas du tout les choses qu'on va retrouver dans le modèle américain, ah ben, vont plutôt dire que les expériences de mort imminente n'ont rien à voir avec la mort et tout avec la vie. Au sens où c'est une sorte d'optimisation des rapports corps-esprit
pour, réagir efficacement de façon très adaptée à une menace qui pourrait effectivement, nous ôter la vie. Mais on fait tout, et notre corps, met toutes les ressources à disposition pour contrer cette menace. Donc en fait, on meurt pas dans une expérience de mort imminente, on mobilise par contre, vraiment, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de choper. Enfin, je veux dire, dans ce que je parle, les gens vont avoir le temps qui se ralentit et le cerveau qui a l'air de s'accélérer et donc ils traitent beaucoup plus d'informations que d'habitude et ils ont une coordination sensorimotrice, optimisée, ce qui fait qu'ils font des actions qui sont acrobatiques, avec des grandes performances et donc c'est très étonnant, d'explorer ce type de processus pour un psychologue, hein, déjà, sans forcément aller chercher un truc, transcendant, de dire, les EMI, c'est la preuve de la vie après la vie ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt ça, c'est que je fais un petit pas de côté par rapport au discours, mais qui est très vendeur. Je veux dire, moi, mes livres ne font pas les chiffres, de mes collègues qui, en faisant peut-être moins de recherches, mais en ayant plus de conviction, vendent, des promesses, de vie après la vie. C'est j'arrive pas forcément à me focaliser sur un cas, dans tout ça, mais Cette analyse, elle doit être importante pour la personne. c'est elle qui le dira. Moi, je sais pas si j'analyse ces expériences de mort imminente, encore une fois, quand on écoute et qu'on accompagne, on n'a pas, nous, la solution de l'interprétation. Je sais pas: «Ah oui, vous avez vu telle image ou telle personne dans votre expérience, ça veut dire ça». Jamais. Par contre, il y a effectivement cet espace, à créer où, la personne se sent en sécurité pour déployer vraiment, les éléments chauds. Alors du coup, j'associe quand même, on a avec, certaines étudiantes que j'ai encadrées, on s'est intéressé aux expériences de mort imminente qui survenaient pendant des complications à l'accouchement et mes étudiantes sont revenues, bredouilles de leur revue de littérature en disant: «Monsieur, on n'a trouvé aucun article sur le sujet». Alors qu'il faut comprendre qu'une expérience de mort imminente sur 5 survient dans les périodes d'accouchement. Des complications de grossesse. Donc c'est massif et il y a pas d'études. Donc déjà, premier problème. Donc on regarde ce qui se passe et on se rend compte que les femmes qui viennent très facilement nous parler de ça, elles disent: «Mais c'était très paradoxal au sens où cette mort, cet accouchement avec complications, elle était douce, elle était agréable, c'était peut-être un des meilleurs moments de ma vie, mais j'ai presque accepté ou j'ai vraiment accepté de laisser, tomber mon enfant, de l'abandonner. Finalement, je suis revenue à moi. Je suis revenu parfois aussi pour lui, mais ça a changé le lien, que je peux avoir. Par exemple, beaucoup de ces femmes disaient: «Je ne veux plus avoir un nouvel enfant». Donc on voit bien que c'est des choses quasi inavouables, qui posent des conflits psychiques, ben, je sais pas, est-ce que le mari est capable d'écouter ça? Est-ce que la belle-mère est capable d'écouter ça? Est-ce que les infirmiers, les médecins, sur le moment même, ont pris la dimension de la souffrance psychique et de l'impact psychologique de ces expériences qui là, je vous donne un versant négatif, mais il y a aussi des versants extrêmement positifs. Je veux dire, en gros, c'est un accouchement sans douleur, hein, c'est l'accouchement rêvé, sans péridurale, hein. Pour certaines, hein, je dis pas pour toutes, mais donc vous avez ça et il y a des processus subjectifs, dont on entend très peu parler parce que ce qu'on va mettre en avant des expériences de mort imminente, c'est vraiment, la vision paradisiaque, les gens qui reviennent et qui sont, devenus, des bouddhistes bohèmes, écologistes et cetera, et merveilleux, mais en fait les gens qui ont une nostalgie, par exemple, cette expérience de mort imminente, qui se sont complètement percutés sur, finalement les choix de vie qu'ils vont avoir à faire par la suite en ayant connu un tel état où leur corps et leur ego s'est dissous l'espace d'un instant, bah, ça, il faut pouvoir le déployer. Je dis pas que du coup que c'est une interprétation, mais je dis que c'est une écoute et un accompagnement qui force un petit peu le psychologue à aborder des on est très, très peu ou très mal formé, en psychologie, de base et même moi, en fait, du coup, j'apprends par mes patients un petit peu à travailler ces questions-là et j'essaye là actuellement de développer une formation à l'accompagnement spirituel. Parce qu'en France, on manque en fait d'un cadre, académique, professionnel. Tout ça, il y a plein de gens, hein, qui vont vous parler de spiritualité, mais dans toutes les sauces. Sauf qu'en fait, les écoutants que nous devrions être, nous, professionnels, de la psychologie,
en fait, on va dire: «Ouais, là, ça déborde mon cadre. Est-ce que je suis capable de suivre?» Et ça, c'est dommage pour les gens, d'abord. C'est clair et on voit de tout et n'importe quoi et donc les gens n'arrivent plus à faire, de faire le rapprochement de ce qui est du faux et du vrai. Les expériences, de mort imminente obligent-elles à repenser, la conscience comme un simple produit du cerveau? C'est toujours des bonnes questions, hein, parce que ça fait partie d'un des enjeux, de ces vécus. Et ma proposition, elle est toujours un peu en décalage avec ce conflit très polarisé, parce qu'actuellement, vous avez des tenants qui disent: «Oui, ça montre bien que, même quand le cerveau, est mort, et en déroute complète, l'esprit, il est très vif et très chargé, il fait des choses incroyables». Et il y en a d'autres qui vont dire: «Mais vous comprenez très bien, c'est le cerveau qui crame des neurones, il est vraiment en boucle finale cérébrale», et on explique tout ça comme des formes d'hallucinations, générées par des neurotransmetteurs. Et donc vous avez ces 2 pôles-là, sauf que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi l'expérience de mort imminente n'a rien à voir avec la mort. Il a à voir avec la perception d'une menace de dissolution, de disparition du moi, qui entraîne une réaction psychosomatique, qu'on peut tous faire d'ailleurs. Notre cerveau, il est jamais touché, par ça. Il y a pas, il y a même notre corps, en fait, n'a pas besoin d'une crise cardiaque pour avoir une expérience dominante, du tout. Donc là-dessus, il y a un premier problème. Il y a un deuxième problème, c'est qu'il y a des fois des cas de perception véridique lors des expériences de mort imminente. Donc les gens voient ou perçoivent, des choses localement ou moins localement, qui vont parfois pouvoir vérifier. Le problème, c'est qu'empiriquement, c'est, une base de données assez fragile au sens où il y a très peu de cas publiés, une dizaine dans la littérature médicale. Il y a des anecdotes, mais parfois elles sont assez mal enquêtées. Parfois, quand on les réenquête, il y a des choses qui tombent un peu à l'eau. Du coup, on a c'est assez fragile et pour moi trop fragile pour se baser seulement là-dessus pour dire: «Voilà, l'expérience de mort imminente est une preuve de cerveau en dehors de la conscience». Mais je suis pas fermé parce que, comme je vous le disais, je m'intéresse à la parapsychologie et en parapsychologie, on a des études expérimentales qui viennent montrer des types de perceptions. Alors c'est un mauvais mot, en l'occurrence puisque ça passe pas par les sens, mais des acquisitions d'informations de type anomale, des anomalies cognitives et là, genre une prémonition, oui, ça interroge sur le rapport, entre le monde des informations et mon corps. Donc dans tout ça, je n'irai pas chercher dans les EMI une preuve, mais je ne suis absolument pas fermé à discuter de modèles, beaucoup plus complexes des rapports corps-esprit. D'accord. Quand vous rangez un cas dans une boîte EMI, qu'est-ce qui relève de la description factuelle et qu'est-ce qui relève déjà d'une interprétation théorique? C'est technique comme question là, parce que déjà, ranger un cas dans la catégorie, est-ce que j'ai toujours besoin de le faire? Moi, quand j'accueille les gens sur le plan clinique, ils me disent: «Oh, j'ai vécu une EMI» et cetera, je m'en fiche en fait, c'est la façon dont ils ont envie de le baptiser. Il se trouve que ma vision des EMI est différente de celle de mes collègues et qu'il y a pas de consensus non plus sur les définitions de ce que sont les EMI au niveau international. On le voyait dans le livre avec Ronald Burns, je me suis amusé à faire l'inverse de ce que font les livres, habituellement, sur les EMI. D'habitude, les livres sur les EMI présentent 50 EMI et pas d'explication. Et moi, j'ai présenté en gros une EMI, mais j'ai demandé à 50 collègues du monde entier ce qu'ils en pensaient. Et on voyait qu'il y avait 50 qui disaient: «C'est pas une EMI» et d'autres qui disaient: «C'est une EMI». Donc c'était déjà un capharnaüm total. Ce qui va se passer, pour le coup, c'est que, j'ai même créé, avec des collègues un questionnaire pour essayer de mesurer à nouveau ce qui pourrait être les éléments essentiels des EMI. J'ai plein de gens à qui je présente, finalement mon modèle un peu plus élargi et qui sortent de ma conférence, en disant: «Mais j'ai vécu une EMI». J'ai même une fois une personne qui a vécu 2 EMI, mais qui les avait jamais appelées comme ça. Mais en réalité, il y avait des expériences étonnantes de conscience, qui ne rentraient pas dans le canevas EMI, en fait, dans les EMI, vous avez la recherche que personne ne connaît en réalité et ce qui est diffusé au niveau médiatique et populaire qui est, le tunnel, les anges, la lumière et en fait ça correspond à une petite portion, une petite fraction des EMI. En réalité, on n'a pas du tout besoin de ces 3 éléments-là pour, déclencher ou repérer une EMI.
Hem, du coup, si j'ai besoin de classer dans une optique du coup de recherche et plus de clinique, je vais aller regarder effectivement d'autres éléments, qui ont on a l'impression que ce qui fonctionne le mieux, c'est les points de départ et après tout ce qui est du récit où, la personne est entrée dans une autre dimension est très, très influencé par, l'individu, sa subjectivité, des éléments qu'il va mettre et la culture de l'individu. Donc là, on a des éléments, qui viennent montrer qu'en fait, il y a aucun de ces récits de survie qui est identique, d'un individu à l'autre. Donc si vous voulez, si le paradis, était exploré à travers les EMI, il y a autant de paradis qu'il y a de gens qui ont fait une EMI. Ouais, c'est clair. Et si une personne concernée ne parle pas de EMI, est-ce, légitime que le chercheur le fasse à sa place? Heu, ça dépend l'optique, encore une fois, là, par exemple, effectivement, c'est une vraie question qui se pose. J'ai une étude qui est en cours, où je veux recruter des gens pour qu'ils remplissent mon questionnaire sur les EMI. Mais quand je vous dis: «Ma définition des EMI ne correspond à rien de ce qui existe actuellement», donc je leur dis: «Ou alors toute autre expérience bizarre que vous avez eue, par exemple, dans un accident de voiture, un truc comme ça, même si ça c'est pas une EMI pour vous, remplissez le questionnaire et nous, on va voir». Nous, on va voir parce qu'on veut aussi déployer une typologie. On peut pas s'arrêter à un moment et dire, «Voilà, on sait ce que c'est les EMI». On ne sait pas du tout ce que c'est. Ce qui s'est passé, c'est que déjà les gens ont oublié ça, mais c'était à Nancy en 1896 qu'un philosophe a nommé les EMI pour la première fois. Donc ça fait plus de 100 ans, qu'on étudie tout ça. Les gens ont l'impression que c'est un philosophe, américain qui s'appelle Raymond Moody en 1975 qui, via un best-seller populaire, a ouvert ce champ des EMI alors que pas du tout et c'est ce qu'il a fait est très, très étonnant, c'est il s'est concentré sur certains types de témoignages et en a rejeté d'autres. Il a regardé plutôt les gens qui avaient des troubles organiques, qui vraiment avaient une crise cardiaque, une opération qui se passait mal ou des choses comme ça et donc, du coup, on a de façon très contingente un danger réel pour un médecin, un point de vue de médecin et donc de ces expériences-là, il a déduit un modèle, pourquoi pas, hein et on a fait un questionnaire et ce questionnaire a œuvré, de façon comme un monopole pendant 40 ans. Donc en gros, on a dicté une vision des EMI, on a dit: «C'est ça les EMI» et on n'a quasiment pas fait de recherche pour vérifier le point de départ. Aujourd'hui, parce que moi j'ai entendu des gens chez qui ça ne collait pas du tout j et que même les travaux de la fin du 19e siècle décrivaient des EMI différentes de celles des Américains, je dis: «Bah, non, il faut rouvrir un petit peu, la porte de témoignages, recommencer à zéro et dire: "Mais en fait, on entend quoi par EMI?"» Oui, c'est un des aspects et d'ailleurs dans le questionnaire dont je parlais, le tunnel ne figure même pas dans les items qui permettent de repérer une EMI à la base. Maintenant ils ont fait une version, révisée où ils l'ont mis, mais bon, heu donc il y a un côté comme ça où, on a un doublon de on et c'est vrai, la même façon pour la parapsychologie. Si vous voulez, la parapsychologie qu'on a décrit, collectivement dans le grand manuel de parapsychologie scientifique, ça ne correspond à rien de ce que les gens ont reçu, ont été abreuvés pendant des décennies. Hem et c'est un vrai problème, c'est-à-dire que les meilleurs ouvrages de parapsychologie parce que là, ce qu'on a fait, les Allemands et les Anglais, ils ont ça depuis des décennies. Ils ont absolument pas besoin qu'on traduise notre livre. Ils connaissent déjà tout ça. Mais nous, les ouvrages qui sont parus, qui ont été traduits, c'était les plus mauvais, enfin, c'était les plus populaires, les plus spectaculaires. Heu, donc on a un gros déficit d'information, une grosse désinformation, mais qui est également entretenue. Entretenue parce que dans ce domaine, comme on n'a pas un repérage académique de qui pourrait être des experts sur ces sujets, quand on veut discuter, de paranormal, je sais pas, guérisseur, astrologie, médiumnité, on va chercher n'importe qui. Vous allez avoir un plateau télé ou avec des gens qui sont des pseudo-experts. Je sais pas, quelqu'un est médecin, alors il a son mot à dire sur le domaine, quelqu'un est astronome, il a son mot à dire sur l'astrologie et cetera et cetera et il y a des sceptiques de service, alors malheureusement, voilà, qui sont appelés justement pour faire une sorte de d'opposition assez factice entre, un ils vont appeler ça une sorte de neutralité journalistique, mais qui est bidon. C'est je donne toujours cet exemple. Si vous invitez un physicien de physique quantique, en face de lui, vous mettez pas quelqu'un qui prétend, produire des phénomènes quantiques. Vous prenez pas un quelqu'un qui a vécu des expériences quantiques.
Vous ne déformez pas comme ça. Alors que moi, si je vais sur un plateau ou si j'interviens dans une revue, on va dire: «Bon, c'est l'avis, du paranormaleux, quoi», enfin du mec de service qui va forcément dire des choses, de crédules. Et on va m'opposer pour, trouver une sorte d'équilibrage, quelqu'un qui va dire le contraire de ce que je raconte, avec un certain aplomb, mais pas forcément avec les références scientifiques derrière. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle un débat immobile. Et ce débat Mmh, immobile, c'est une forme de mésinformation. On propage, mais par ignorance, hein. Les journalistes ont l'impression de bien faire leur travail, par exemple, dans ce cas-là. On propage des informations mmh. fausses, pa par défaut de tri, hein, de repérage de qui sont les vrais experts de ces sujets. Qu'avez-vous, voulu clarifier en priorité face à la confusion entourant le mot paranormal? Hem, En fait, ce mot, je continue à l'utiliser et il fonctionne, hein, sociologiquement, il m'intéresse, ça m'intéresse de voir ce que les gens vont mettre derrière. Et par exemple, la parapsychologie ne décrit pas l'ensemble du paranormal. Les études qu'on peut faire en laboratoire ne permettent pas, par exemple, de dire grand-chose des phénomènes de hantise et de poltergeist. On a des gens qui viennent nous voir en ayant été enlevés par des extraterrestres. La parapsychologie n'a rien à dire de tout ça. Donc c'est vrai que le champ de la clinique des expériences exceptionnelles, c'est un champ plus large de ce que les gens identifient avec leur propre représentation de ce que devrait être la réalité, comme quelque chose qui est hors norme. Et c'est eux qui vont dire: «Ben, voilà, ça je ne me l'explique pas, je ne parviens pas à l'intégrer, ça m'embête, quoi en faire? Pourquoi ça m'est arrivé? Comment l'interpréter?» Et donc le point de départ du clinicien, c'est pas de comparer ça à ce qu'on sait scientifiquement et de lui donner l'explication. C'est de partir de cette dynamique. On est tous, à un moment de notre vie, peut-être confrontés à de l'inconnu. Est-ce qu'on a envie à ce moment-là de le partager? Est-ce qu'on va réussir à trouver quelqu'un d'assez sérieux pour ne pas nous juger trop vite et pour peut-être nous permettre de trouver notre propre explication qui nous convient le mieux là-dedans? Et comme, si on va sur un rayon de librairie, on a, 95 des livres qui sont du grand n'importe quoi sur le sujet, effectivement, il y a des dérives possibles, des charlatans, des profiteurs du paranormal, en veux-tu, en voilà. Donc il y a un grand danger dans une société où, ces sujets ne sont pas réglementés, régulés, avec des paroles, voilà, il y a un film au cinéma qui s'appelle Gourou en ce moment, on est vraiment typiquement aussi sur ce genre de dérive possible. Malheureusement, le paranormal, c'est un petit peu, c'est un grand sac tout, on noie le bébé avec l'eau du bain et on a envie de dire parce qu'on étudie scientifiquement ce domaine du paranormal, forcément, on est soi-même quelqu'un de douteux, voilà, suspect. Et en réalité, je pense qu'on peut très bien, scientifiquement, avec toutes les méthodes, hein, expérimentales, sociologiques, philosophiques, historiques, ce que vous voulez, étudier le paranormal. C'est pour moi un sujet comme un autre et ce qui est lamentable d'une certaine façon, c'est la disproportion. On revient à la fausse couverture que vous avez présentée, heu, c'est le côté massif, la prévalence. Il y a 2/3 de la population occidentale qui croient à au moins un phénomène paranormal. Il y a un tiers des occidentaux qui vont le vivre une fois dans leur vie. Le moindre phénomène de ce type-là, je qui existerait, devrait mobiliser beaucoup de chercheurs, notamment en sciences humaines et sociales, même si on réduit ça à des croyances et des expériences. En réalité, on a un pourcentage tellement microscopique de gens qui ont le temps et les moyens d'étudier ça, que c'est sûr qu'on va pas répondre aux attentes de la population et qu'on ne va jamais, permettre de vraiment, aider les gens à faire le tri et à bien vivre avec ces vécus. Pourquoi est-il important pour vous, de rappeler que de grands scientifiques se sont penchés sur ces sujets? Mais moi je le fais pas, dans un sens d'argument d'autorité, ça aurait aucun intérêt. Il y a aussi de très, très grands scientifiques qui se sont opposés à ces sujets et qui le font encore actuellement. J'ai pas de problème avec ça. Le fait est que des gens comme Charles Richer, Henri Bergson, William James, ou Pierre Marie Curie, des gens comme ça, ont ont participé à des expérimentations
et leurs opinions ou leurs interprétations de ce qui se passe dans ce domaine vient de leurs études. Donc en fait, bah, voilà, c'est leurs études et c'est sûr que quand on dit, ben, Pierre Curie a étudié la médium de Zépia Palladino, on a plus d'attention que, si je cite quelqu'un comme Arsène Darsonval, qui est très brillant, hein, Académie des sciences, Académie de médecine, mais dont le nom est pas passé à la postérité, qui n'a pas eu de prix Nobel et cetera. Donc ce qui va fonctionner, c'est que les gens, sont très, éblouis, fascinés par cette conjonction inattendue entre la science normale et l'étude du paranormal. Et donc ces grands noms viennent servir de légitimation, évidemment. Mais il y a 2 niveaux. Si on se servait simplement pour dresser une liste de noms en disant, «Machin truc croyait à la télépathie», ben, ouais, mais bon, enfin, ça m'apporte quoi, en fait, scientifiquement? Par contre, de dire: «Il a fait telle étude, il a 10 ans et Richer, c'est la personne qui a, par exemple, fait 200 séances avec Eusebia Palladino, c'est la personne qui a le plus étudié cette médium-là. Bon, bah, voilà, il a des données, il a des comptes rendus, on peut s'appuyer là-dessus. Charles Richer, c'est un prix Nobel de médecine, hein, en l'occurrence. Pourquoi les EMI ne peuvent-elles pas être, réduits aujourd'hui à de simples hallucinations? Mais elles peuvent l'être. J'ai pas de problème avec ça, hein. J'ai des collègues qui ont, cette approche-là. J'ai pas trop de soucis avec cet aspect-là, mais encore une fois, le terme hallucination est une catégorisation, extérieure qui vient dire: «Nous, médecins, psychiatres, nous savons ce qu'est la réalité et les gens ont vu, des choses qui sont pas censées appartenir à la réalité commune». Mais ça, c'est un prédicat anthropologique. C'est-à-dire, c'est, notre culture qui parle à travers la bouche des psychiatres. Donc c'est le seul problème du des types d'hallucinations. Après les gens le disent eux-mêmes. J'ai vu des choses que je suis pas censé voir. Je les ai vues d'ailleurs d'une façon que je n'ai jamais vue. Je veux dire, j'ai regardé une fleur et j'étais la fleur, je voyais les détails, les cellules de la fleur. Ça n'a aucun sens ce que je raconte. Ils en sont bien conscients. Donc il y a cet aspect-là et après, ça dépend l'objectif, la visée de ce qu'on fait, l'interaction qu'on a avec les gens. Si, j'ai un discours général en disant: «Toutes les EMI sont des hallucinations», j'apporte rien, je ne j'apporte rien à la compréhension de ce domaine. Si je peux dire, bah, par exemple, il y a des formes de faux souvenirs, ou de fausses perceptions associées aux EMI, parce qu'on a parlé de perceptions véridiques, mais des fois dans la perception véridique, la personne dit écrit des choses qu'il y a dans l'entourage, mais aussi décrit des choses fausses et elle n'est pas capable de voir ce qui est de son imagination, de peut-être ce qui était vraiment présent. Et ça, on en voit moins, mais voilà, il y a une complexité de ce type de perception. Donc voilà, j'ai envie de dire, si la visée, c'est de pathologiser la personne et de la renvoyer, paître en disant, «Ne vous intéressez pas à ça», vous pouvez parler mal de ces expériences. Mais pour une meilleure compréhension des choses, je pense qu'il y a des processus plus fins à analyser, hem, derrière ces vécus. Est-ce qu'on peut dire que ces expériences, dessinent une nouvelle frontière de soins, psychiques? Hem Alors c'est une vraie question parce qu'au début de ma thèse, je pensais vraiment que pour aller grosso modo, je vais faire un très, très schématique, ces gens qui vivent des expériences paranormales ne trouvaient pas d'aide et que nous, psychologues, nous manquions à notre devoir parce que, nous ne créions pas d'espace, sain pour les accueillir. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a créé un service de consultation gratuit au sein d'une fondation de parapsychologie à Paris, l'Institut Métapsychique International, dans lequel on a accueilli ces gens-là. On est presque des sauveurs. C'est une sorte de mythologie. Mais en réalité, je me suis dit: «Mais c'est pas ça, l'objectif». L'objectif, c'est que tous les psychologues, tous les écoutants, tous les professionnels de santé, arrêtent de mettre de côté ces expériences et partout où elles émergent, soient capables de dire: «Bon, bah, ça fait partie des expériences humaines globales». On a parlé d'entente de voix, je veux dire le pourcentage de population qui entend des voix est massif. Il y a des phénomènes étranges autour de la mort qu'on va rencontrer quand on travaille en soins palliatifs, en réanimation, dans n'importe quelle unité médicale. Moi, psychologue ou Thomas Rabéron et cetera, on n'est pas assez nombreux. On va pas faire ce travail en se présentant comme, les seuls disponibles, les seuls qui ont compris, ce que ces pauvres gens vont vivre. Donc non, l'objectif, c'est que cette frontière qui a été imposée culturellement, elle se dissipe et je forme des psychologues cliniciens
Certains me disent: «Ouais, mais monsieur, ce que vous nous dites, ça va jamais nous servir dans notre carrière». Vous savez pas, vous savez pas et donc il y a des fois où effectivement, ben, quand ça survient, eh ben, ils sont un peu avertis, ils ont des noms, à mettre sur ces expériences, ils ont des notions et ils ont en fait juste des capacités d'écoute normales. Ils ont pas cette réaction culturelle très vive de rejet, de tous ces sujets-là et du coup, ben, voilà, c'est cette diffusion et c'est pour ça que ce livre sur les 16K, c'est un livre, qu'on espère q dont d'autres vont s'emparer. On veut pas être 16, on veut pas être 16 à gérer ça. C'est pas notre intérêt, on peut pas faire un business, de l'accueil de ces gens. On veut juste que, comme ces expériences, elles sont déjà massivement diffusées dans la population, ah ben, on puisse massivement aider les gens qui sont perturbés par ces expériences. Voilà, ce serait une logique. Bah, c'est clair. J'ai 2 questions par rapport à la mémoire et conscience. Peut-on considérer la mémoire comme un millefeuille accessible dans des états extrêmes? C'est, une des hypothèses de Henri Bergson et c'est sur laquelle, cette hypothèse, il pense qu'elle a été démontrée en partie par, les expériences de mort imminente qu'il connaissait du coup à son époque, hein, fin 19e, puisqu'il y a ce qu'il appelait une exaltation de la mémoire. C'est pas chez tous les sujets, hein, encore une fois, mais il y en a quelques-uns qui avaient un phénomène de mémoire panoramique où ils revivaient l'intégralité de leur vie, vraiment tous les souvenirs, des millions de souvenirs, ils ont l'impression de passer à travers et de les voir dans les détails. Heu et ça, il y avait d'autres phénomènes, hein, qui incitaient Bergson à penser ça. Par exemple, en hypnose, on pouvait faire, retrouver des souvenirs qu'on n'avait même pas eu l'impression d'enregistrer consciemment. Alors, il y a aussi des faux souvenirs qui se glissent là-dedans, mais on peut vérifier des vrais souvenirs. Donc le modèle de l'esprit qui se développait fin 19e, c'est un modèle dans lequel la part de psyché consciente est assez restreinte et la part de fonctionnement psychique global est très large, mais très méconnue. Il y a des activités intelligentes qui ont lieu en dehors de ma conscience. Alors on a la psychanalyse qui est un modèle qui défend l'inconscient, mais avant la psychanalyse, il y avait déjà d'autres modèles qui défendaient ça, en s'appuyant notamment sur ce qui était observé avec les expériences exceptionnelles. Donc là, la mémoire, le modèle actuel de la mémoire cognitive, pour moi, bah, je m'y retrouve pas parce que ça ne rend pas compte, de certaines des choses, qu'on peut constater avec les EMI. Alors les EMI, c'est des souvenirs, indélébiles. Indélébiles, la personne va raconter et va revivre l'expérience à l'identique 30 ans après, il y a pas d'embellissement, de changement, sur la plupart des sujets. Donc ce côté-là, vient dire: «Mais la personne a été dans un état, très, très limite, de son vécu et c'est quelque chose qui s'est malgré tout extrêmement bien, consolidé». Donc ça, c'est assez étonnant. Et on a pu comparer ce type de souvenir à des autres épisodes marquants de la vie, à des rêves, à des trucs imaginés et on s'est rendu compte que ça correspond à rien d'autre. C'est vraiment une catégorie, upper level, hein, c'est vraiment des souvenirs de très, très haute définition. Donc la mémoire, en quoi ça peut être important? C'est que pour Bergson, la mémoire pure même, donc il appelle, c'est une façon de parler de l'ensemble de l'esprit. On a une mémoire très fonctionnelle, genre, oui, j'ai déjà oublié ce que j'ai mangé au petit déjeuner. Bon, voilà, ou ce que j'ai pris au dîner hier. Donc on a une mémoire de travail qui fait une éponge et qui se relâche et qui se relâche. Mais on a une mémoire qui nous définit en tant qu'individu, qui est bien plus profonde et auquel on accède beaucoup plus facilement en rêve et dans des états non ordinaires de conscience. Donc on est nous-mêmes, finalement, une petite partie de nous-mêmes la plupart du temps et en fait, on correspond sur ce qu'on peut appeler une conscience, étendue, à bien plus de choses que ça et dans les EMI, ce qu'on voit émerger comme type de souvenir, c'est des souvenirs définissant le soi. Des souvenirs vraiment de bascule, qui disent: «Mais voilà, en fait, c'est des choix-là qui m'ont défini, qui font la personne, que je suis» et donc ça intéresse, pas mal finalement la compréhension de l'identité, ce qui forge l'identité et il y a un autre type de souvenir dans les EMI qui est très, très surprenant, c'est des souvenirs prospectifs. Des souvenirs qui sont des souvenirs de mon projet, du futur et ça émerge aussi, c'est-à-dire que les gens ont non seulement une revue de vie de ce qu'ils ont déjà vécu, mais ils ont une revue de ce qu'ils s'attendent à vivre. Ce qui leur est promis, en fait, leur trajectoire, leur destinée, heu, un mariage, tel enfant, la rencontre de leur mari et des choses comme ça et ça, c'est très étonnant parce que quand on
pense le modèle de l'identité, on se dit plutôt: «Je suis la somme, des événements cumulés de mon passé, de mon histoire». Et en réalité, on est beaucoup plus que ça, on est aussi l'insertion dans le futur, dans l'avenir, le projet qui nous définit, ça, c'est aussi nous. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça ça élargit les modèles, connectant la mémoire et la personnalité. Là, j'ai une question par rapport à l'hypnose. Est-ce que l'hypnose permet-il d'accéder à ces mémoires enfouies de façon fiable? Mmh, oui et non. C'est-à-dire, ça dépend ce qu'on cherche. Si on a un protocole, on peut vérifier vraiment, le type de souvenir. Genre, vous avez été témoin d'un accident, on vous fait retrouver la plaque d'immatriculation et là, consciemment, vous l'avez pas du tout enregistré et en hypnose, vous retrouvez la plaque d'immatriculation et on retrouve le véhicule et c'est effectivement le bon. Donc là, on a des démonstrations de ce type, d'hypermnésie, de mémoire augmentée par l'hypnose. Mais on a aussi le fait que la mémoire, ce n'est pas un processus en soi de stockage de données et de restitution à l'identique de données, c'est un processus de création continue. Nous créons en permanence nos souvenirs, nous les retravaillons, nous les refaçonnons et donc là-dedans, nous pouvons mêler des nouvelles attentes, de la subjectivité, de l'imagination et aussi, l'influence des suggestions, qui nous sont faites. Donc en fait, notre mémoire est quelque chose, comme elle est en soi extrêmement plastique, on ne peut pas non plus s'attendre, même dans les cas d'hypermnésie, que tout soit vrai, ces souvenirs-là et ça posait des énormes problèmes et notamment quand on a eu, les phénomènes d'enlèvement par l'extraterrestre et aux États-Unis, il y avait un psychiatre qui avait, rejeté la psychanalyse et qui, n'utilisait que l'hypnose régressive, pour, donner des témoignages fiables des enlèvements. Alors c'est sûr, les gens sous hypnose, ils revivaient des scènes extrêmement violentes, mais très précises dans le détail et cetera et criantes de vérité et on est, subjugué quand on entend ça. Sauf que, ben, ça veut pas dire que c'est vrai, en réalité. Je vais avoir une question sur les modèles scientifiques et neuroscientifiques. Il y a eu, des recherches, sur l'onde de la mort observée chez les rats. Peut-elle être comparée aux EMI, humaines? Mmh. Donc ce sont les travaux, qui ont internationaux, mais qui ont été repris et notamment par Stéphane Charpier, hein, qui est quelqu'un qui intervient, beaucoup en ce moment sur ce sujet et c'est absolument passionnant, hein. Je consacre toute une partie du livre, sur l'expérience de mort imminente là-dessus et après c'est très décalé. C'est très décalé parce que là, on est vraiment dans la question de la mort cérébrale et c'est génial parce qu'en fait, il y a des avancées scientifiques, nouvelles. On pensait qu'on savait déjà beaucoup de choses de la mort, mais en réalité, c'est seulement depuis très peu de temps qu'on a des précisions technologiques nous permettant de rentrer dans le détail de ce qui se passe dans les différentes régions du cerveau au moment du décès et aussi qu'on a pu le faire chez des êtres humains, malheureusement, heu, condamnés et on a pu avoir de l'imagerie cérébrale non pas seulement superficielle, mais insérée dans leur cerveau. Donc là, ces données-là, nous ont permis aussi de détecter, quelque chose d'assez inattendu. On pensait qu'on avait juste, un peu un circuit on-off et puis bon, ça se déconnecte et ça il y a une sorte de neurotoxicité qui se développe dans le cerveau, puis c'est off et en fait, on se rend compte qu'il y a un petit rebond qui était l'onde de la mort. Donc ça, très étonnant, ça a interloqué, on a essayé de comprendre ce qui se passait, mais Stéphane Charpier et son équipe ont été plus loin, à la Pitié-Salpêtrière et ils ont, r et tenté de réanimer, du coup, les personnes qui avaient déjà eu cette onde de la mort. Alors, du coup, c'est pas des personnes humaines, on n'a pas encore un modèle humain, on a un modèle avec des rats, comme vous avez dit et donc les rats, dans les études précédentes, ils les décapitaient donc c'était sûr qu'on ne peut pas les réanimer. Là, ils ont été plus gentils et ils les ont simplement asphyxiés, après les avoir anesthésiés, bien sûr et ensuite, ils leur redonnaient de l'oxygène et ils tentaient de les réanimer. Ils se sont rendus compte que tous les rats qui revenaient, qui étaient réanimés positivement, présentaient une nouvelle onde qui était inconnue, qui ne ressemble pas à l'onde de la mort qu'ils ont appelée onde de la réanimation, et ceux qui malheureusement étaient vraiment passés de l'autre côté, qui ne revenaient pas, ne présentaient pas cette onde. Donc c'est vraiment une onde qui pour l'instant à 100 est discriminante. Et cette onde-là, elle mobilisait, des niveaux d'ondes cérébrales assez
complexes. Au niveau, en fait, des ce qu'on appelle les ondes gamma, qui sont normalement des ondes pour les activités, comme, jouer aux échecs, réfléchir, des trucs compliqués et donc ça chez le rat, hein, c'est pas le rat qui va faire un témoignage d'expérience de mort imminente, mais le raccourci, que prend Stéphane Charpier, alors il est prudent, hein, dans ses articles, peut-être moins parfois dans des conférences, mais il est prudent à dire, on a l'impression qu'il y a une forte activité de conscience qui arrive pendant la réanimation et là, il a une hypothèse très simple, c'est est-ce qu'on n'a pas un trou cérébral, en termes de continuité, de l'expérience subjective qui se remplirait au moment du ressort et du coup, l'expérience de mort imminente, ce serait une sorte de récit dans l'après-coup qui vient combler, ce vide. Bon voilà, c'est une hypothèse. Je ne sais pas comment il va réussir à la démontrer, mais en tout cas, c'est un modèle neuroréductionniste qui le défend assez bien et de toute façon, ce qui est assez génial, c'est qu'il a, avec son équipe, hein, de nouveau déplacé les frontières de la mort. Et c'est-à-dire maintenant, il y a des gens qui ont l'onde de la mort. Déjà, on pensait qu'il y avait rien avant. Maintenant, on a une onde de la mort et après l'onde de la mort, on a encore une onde de la réanimation et les gens, ils reviennent. Alors les gens, les rats les rats reviennent sans séquelles. Ils sont tout à fait sains, au niveau de leurs compétences, cognitives. Ils ont aucun problème. Donc là, on se dit: «Waouh, c'est étonnant», donc je veux même dire qu'il y a peut-être des applications de ça en termes de, Mmh. détection de la mort cérébrale et cetera qui sont révolutionnaires. On n'a même pas besoin d'aller chercher les EMI pour s'intéresser à ça. C'est génial en tant que tel. Moi, là où je suis pas d'accord, encore une fois, c'est que les EMI n'arrivent jamais dans des états de mort cérébrale. Enfin, il y en a pas. Il y a pas de cas documenté de mort cérébrale avec EMI. Heu, donc c'est pas du tout le même point et puis, j'ai plein de cas d'EMI, où les gens racontent, être dans un état non ordinaire de conscience qui est celui que moi j'appelle EMI, qui va leur aider à réagir à la menace qui se présente à eux, juste le temps que la menace est là. Une fois que la menace est partie, ils redeviennent eux-mêmes. Du coup, ils sont optimisés, certes, il y a pas ce i en fait, ils sont en direct. Voilà, c'est en direct. Ce qu'ils perçoivent de la situation et ce qu'ils agissent est confirmé par les témoins qui sont autour d'eux. Il n'y a pas cette question d'une reconstruction après coup d'un fil narratif. Ils ont jamais perdu le fil narratif. Voilà, Alors Renaud, j'ai encore une dernière question. C'est un sujet fort passionnant, j'aurais pu rester encore des heures. merci. À votre avis, ces phénomènes sont-ils un pont entre science de la matière et science de l'esprit? Oui, on peut tout à fait dire ça, Bergson, je vais le reciter à nouveau, mais il disait dans sa conférence de président de la Société de recherche psychique anglaise que si on avait commencé par les études spirituelles, les études de spiritualiser la matière, et bien peut-être on aurait eu un monde scientifique très différent, mais on a commencé par matérialiser l'esprit. Et aujourd'hui, il y aurait peut-être cette question du point de rencontre. Encore une fois, je te disais, les parapsychologues, ils préféreraient être appelés psychophysiciens, mais c'est un terme qui est déjà pris, par ailleurs en psychologie. Parce que c'est vraiment la rencontre de ces 2 domaines qu'apparemment tout sépare, mais c'est comment l'esprit, interagit avec l'environnement matériel, à un point où il y a finalement une sorte d'interface de rencontre, aussi étonnamment que ça puisse paraître. Donc on a aujourd'hui un domaine transdisciplinaire des études de la conscience dans lequel les parapsychologues apportent des choses et on pourrait même dire finalement, peu de parapsychologues veulent le reconnaître, mais que leur domaine est métaphysique totalement. Ils ne s'en sortiront pas simplement en agitant, la parapsychologie de laboratoire qui est toute propre, en blouse blanche. Parce que les qu'on va, prouver la prémonition, mais que derrière on n'a pas une théorie, de l'espace-temps, qui rende compte de ça, ben, on est perdu, en fait. Et développer une théorie de l'espace-temps nous oblige à partir d'un phénomène psychologique de perception d'un avenir possible, à une compréhension physique de comment ça rentre avec tout le reste, quoi. Et donc là, il y a des paradoxes, incroyables qui se mettent en place, que la science-fiction explore, très maladroitement, depuis des décennies. Mais donc c'est génial. Moi, je suis heureux, de travailler avec des physiciens sur ces sujets, d'être sur des points de jonction et on a en Allemagne le modèle qui est probablement le plus développé, c'est un modèle allemand qu'ils appellent la théorie quantique généralisée. Il est basé sur la rencontre entre Carl Gustav Jung
et Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli, c'est un prix Nobel de physique, pour la physique quantique, et Carl Gustav Jung, c'est un psychologue des profondeurs, et en fait, bon, Pauli a été un peu le patient de Jung, et puis après ils ont beaucoup bossé ensemble scientifiquement, et leur modèle, c'est un modèle de jonction, de ces univers-là, en disant: «Mais en fait, faut arrêter d'opposer l'esprit et la matière, puisqu'il y aurait une sorte de monde commun, de substance, fondamentale, d'où émergeraient ces aspects matériels et physiques, mais qui sont en eux-mêmes structurellement, connectés, et c'est pour ça qu'il y aurait des coïncidences complètement incroyables et des phénomènes apparemment paranormaux, et même tout simplement du psychosomatique, qui est une énigme incroyable de rapport corps-esprit». Il y aurait un univers qu'il faut détailler, hein, imaginer, et dont les lois sont pas encore connues, dans lequel en fait tout ça est tout à fait normal. Avant de terminer, hem, je sais que vous allez faire pas mal de conférences. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus et comment, les personnes peuvent rentrer en contact pour justement, venir assister à ces conférences? Oui, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses avec mon équipe. On adore, aller à la rencontre, de tous les types de publics. Moi, je dis tout le temps oui, en fait, à tout ce qu'on me propose. J'ai vraiment pas de problème là-dessus, et là, je reviens à Paris, à l'Institut Métapsychique, le 11 avril, pour une conférence sur un autre livre que j'ai édité, qui est un livre d'un théoricien français de la parapsychologie, François Fabre. Voilà, c'est un samedi après-midi, et puis, je vais également, à un congrès de psychiatrie à Abbeville le 4 juin, à des rencontres Sciences et Conscience en Tarn-et-Garonne, à Auvillar, fin mai, et puis voilà, j'ai régulièrement des propositions comme ça. Moi, j'ai un site internet où les gens peuvent retrouver parfois les vidéos de mes conférences, ou mes articles en accès libre, ou voilà. J'appartiens au laboratoire Interpsy de l'université de Lorraine, et du coup, on a une newsletter où on me balance plein d'infos, et on a également, avec mes collègues, monté une association qui s'appelle Anomalie, avec un H dedans. Voilà, ça voilà, et c'est une association de médiation scientifique et culturelle, et on fait plein de choses. On fait un podcast, qui s'appelle le Très Sérieux Collège de Patapsychologie. On fait un festival des anomalies, sur Nancy. On a créé des jeux de société autour de ces sujets. Ben bref, on s'amuse, énormément. OK, donc si les personnes sont intéressées pour, assister, aux conférences, bah, ils ont qu'à aller sur, votre site internet. Ouais, on me contacter. OK, Voilà, je j'ai mettrai les liens, en dessous de la vidéo. Juste avant de terminer, on va faire un petit point sur vos livres. Donc, je vous les laisse, argumenter. Alors là, c'est un livre de présentation vulgarisée de la parapsychologie à travers une partie de mon parcours, mais vraiment, ça permet un petit peu de comprendre à la fois où on en est des recherches, et aussi comment ça se fait qu'il y a pas un plus grand engouement, une meilleure réception de ces sujets, notamment en France. Yes, la suite. Et là, c'est un livre plus spécifiquement sur les expériences de mort imminente. On fait le tour des recherches, et on a plein de choses assez étonnantes, à découvrir sur ce que seraient véritablement ces expériences. Alors bon, bien sûr, tout le monde prétend avoir un bout de vérité, mais je me suis amusé à quand même, mêler pas mal de mes collègues, spécialistes du monde entier, pour, qu'ils viennent contribuer à apporter un éclairage, à ce domaine. Yes, on continue. Là, alors c'est plus sérieux, le livre il fait 650 pages, il coûte 52 €, mais c'est vraiment la bible qui va pendant, je pense, au moins une vingtaine d'années, être le livre de référence des plus sérieux sur la pathologie scientifique. Du coup, il y a plein de chapitres faits par des spécialistes. On peut vraiment, lire ce qui va nous intéresser, les guérisseurs, la hantise, et cetera. Mais au moins là, on a les ressources, les références qu'on peut aller lire derrière. On a un truc assez, on a vraiment mâché le travail, hein. Ça nous a pris 4 ans pour que les gens aient enfin un truc, où ils peuvent se dire: «OK, je peux aller explorer ça». On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'on raconte, mais au moins c'est une bonne ressource en français qui manquait terriblement, Yes, on continue. et je crois que le dernier, voilà, c'est les Oh, 16 cas de clinique des j'ai été expériences trop fonctionnelles. vite. C'est donc un livre qui vient présenter, les témoignages en fait, de vécu de alors ce sont des patients, ce sont des gens qui ont été en difficulté la plupart du temps, avec ces expériences. Et on explore alors parfois des expériences qui ont pris beaucoup de place dans la vie, parfois c'est juste spontanément, parfois ce sont des expériences induites. On fait un tour d'horizon des choses un peu étranges qu'on peut vivre. On met pas tout, mais en tout cas, on a plein, notamment de jeunes cliniciens
qui montrent un petit peu ce qu'ils ont, eux, compris, comment ils ont pu accompagner et donc si on a envie soi-même de développer une écoute, et puis de pas se sentir non plus tout seul à vivre ces expériences, ben, voilà, c'est une bonne façon de l'appréhender. C'est très pédagogique aussi, même un peu ludique comme bouquin. Yes, et ben, écoutez, c'est parfait. En général, à mes invités, je leur laisse le mot de la fin. Donc du coup, je vous laisse le mot de la fin. C'est horrible. Après tout ce que j'ai raconté, je pensais pas encore avoir le mot de la fin. Ben, je vous remercie en tout cas, pour cette émission. Je trouve que les questions finalement, elles ont été assez, pointues, hein. J'étais même surpris quoi pour le coup. Mais bon voilà, j'espère que ça a pu plaire aux auditeurs et n'hésitez pas, voilà, je serais, ravi encore de prolonger l'aventure. C'est des sujets tellement passionnants qu'effectivement j'en parle pendant des heures, bon ça saoule un peu mon entourage, mais je suis ravi d'en parler, sur YouTube. Mais sur ce coup, je vous rejoins. C'est vrai que c'est un sujet fort intéressant et c'est pas plus mal. Ben, merci, merci. Après voilà, enfin, mais on pourra trouver aussi que j'ai été approximatif ou trop schématique sur certaines choses et il y a pas de souci, vous avez le droit de pas être d'accord et puis après, je peux vous envoyer de la littérature pour Oui, bah, oui. un petit peu ce que j'ai raconté. Il y a pas que des livres de vulgarisation, hein, je suis pas là que dans une optique commerciale, hein. Les livres sont le le moyen de transmettre une partie de ce que, on réalise avec notre équipe, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que vous avez pas pu développer un peu plus parce que c'est vrai, on est réduit sur, par rapport au temps et c'est vrai que des fois, il vaut mieux développer un petit peu plus peut-être plus tard. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté, mon invitation. Donc n'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Vous restez avec moi quelques minutes?